le sujet du jour est capital pour la majorité des gens qui se soucient de leurs finances personnelles. Les finances personnelles, effectivement, c'est le rapport entre l'individu et l'argent, de façon générale. Et sauf que beaucoup de ces gens ne se posent pas la question qui est pourtant fondamentale de qu'est-ce que l'argent ? Quand on parle d'argent, on parle en fait généralement de monnaie, on ne parle pas du matériau rare qu'est l'argent, mais bien de la monnaie. Il y a 3 fonctions qui sont bien connues de la monnaie: le moyen d'échange, l'unité de compte et la réserve de valeur. Alors qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? De façon générale, la monnaie, c'est un truc qui permet d'acheter un truc. C'est un moyen d'échange. Vous avez envie de quelque chose, et bien pour que je vous donne ce quelque chose, donnez-moi de l'argent. C'est un petit peu une forme évoluée de troc, mais plutôt que d'échanger une marchandise pour une marchandise, on échange de l'argent pour une marchandise, ou un service. Le moyen d'échange est la fonction la plus classique, la plus commune de la monnaie, mais ce n'est pas la seule fonction. Il y a une unité de compte. L'unité de compte, c'est quoi ? C'est une grille de référence qui permet aux deux individus de la transaction de définir le prix de quelque chose. Vous pouvez ne pas être d'accord sur la valeur d'un objet, mais pour se mettre d'accord sur la valeur de l'objet, on utilise l'unité de compte, qui est du coup une grille de référence, en disant moi je pense que ça vaut 10 €, et l'autre qui dit non, je pense que ça en vaut 9, peut-être 11, peut-être 12. Ça nous permet de discuter la valeur de la chose. L'unité de compte, ça permet de compter. Et enfin, la réserve de valeur. La réserve de valeur, c'est le fait qu'une monnaie va conserver sa valeur au travers du temps, ou l'essentiel de sa valeur en tout cas. Si vous souhaitez payer par exemple avec une marchandise, cette marchandise peut perdre de sa valeur. On va prendre un bon exemple. Si je paye vos services avec une pomme, ou un kilo de pommes, ou un gros sachet de pommes, vous pouvez accepter ce paiement. Dire ok, le paiement en nature, ça existe, ça a existé, on prend ce paquet de pommes. Le problème, c'est que la pomme, si elle peut donner envie aujourd'hui à manger, peut-être que dans 6 mois ou dans 6 ans, cette pomme, elle aura plus la même tête, et elle donnera plus envie d'être mangée. Et une pomme qui ne donne pas envie d'être mangée, elle a perdu quand même sensiblement une grosse partie de sa valeur. Là où une monnaie, du coup, en tant que réserve de valeur, le billet de 5 € maintenant, il vaudra toujours 5 € plus tard. Il peut y avoir des monnaies inflationnistes ou déflationnistes, qu'importe. Une monnaie aura sensiblement toujours la même valeur. 1 € vaudra 1 €. Mais ces fonctions de la monnaie, ce sont des fonctions. Ça ne nous dit pas... C'est pas parce qu'on sait ce que fait la monnaie qu'on sait ce qu'est la monnaie. Mais du coup, n'importe quoi, en somme, peut être une monnaie. À partir du moment où un nombre d'individus, une communauté, accepte d'être payé, moyen d'échange, avec cette monnaie. Mais toutes les monnaies ne se valent pas. Il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve dans les monnaies qui en font des bonnes monnaies, plutôt que des mauvaises monnaies. Il y a 5 ou 6 caractéristiques que je voudrais lister qui paraissent importantes. La première des caractéristiques pour qu'une monnaie soit une bonne monnaie, c'est la durabilité. J'en reviens à mon exemple des pommes. Une pomme n'est pas durable, parce qu'elle a un intérêt maintenant, mais dans 6 mois, la pomme, elle donne moins envie. Là où un billet de banque, une pièce, normalement, est relativement durable. Un billet peut s'user, mais sa valeur restera consistante. La divisibilité est une caractéristique également assez importante. Pour le coup, les pommes sont plutôt divisibles. L'unité de la plus petite, c'est une pomme, et vous pouvez avoir beaucoup de pommes. Et vous pouvez même couper une pomme en deux si ça vous intéresse, mais du coup, il faut la manger rapidement. Mais par contre, si vous voulez payer en chameau, payer un demi-chameau, c'est difficile, parce que le chameau, il fonctionne moins bien quand il est coupé en deux. Et là, on parle de marchandises un peu classiques, mais par exemple, une pierre précieuse, vous pouvez payer en pierre précieuse, mais qu'est-ce qui se passe au moment où, en fait, vous devez payer une demi-émeraude ? C'est moins pratique, parce que du coup, s'il faut péter l'émeraude, elle va perdre plus que la moitié de sa valeur, parce que on évite de péter les émeraudes comme ça. La portabilité. La portabilité, c'est le fait que ça soit pratique à trimballer. L'or, par exemple, c'est sympa, ça fait des petites pièces, on peut en faire des petites pièces, et on peut les trimballer et payer. Une pièce d'or, très bien. Mais le problème, c'est imaginer deux entreprises
qui veulent faire un virement à l'autre bout du monde, c'est peut-être pas très pratique d'avoir à bouger 3 tonnes d'or d'un côté à l'autre du globe. Parce que bon, voilà, c'est lourd, il faut des bateaux ou des avions, et s'il y a un accident en chemin, tes lingots sont perdus, c'est problématique. Donc la portabilité est un problème. Une carte de crédit, c'est quand même beaucoup plus portable dans sa poche que 3 lingots. Bon, voilà, un lingot d'or, ça commence à peser lourd. Si vous en avez 3 dans le sac à dos, au bout d'un moment, ça fait lourd. L'uniformité des unités. Ça, c'est la nécessité de ne pas discriminer une unité par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'un billet de 5 vaudra toujours un billet de 5. Le fait qu'il soit tout beau, tout neuf, et le fait qu'il soit tout plié, tout dégueulasse, ne change pas la valeur de l'unité. Et l'un vaut l'autre à 1 point. Il n'y a pas de discrimination entre les billets. Ensuite vient la question de la rareté, de la difficulté à créer cette monnaie. Si vous souhaitez utiliser comme monnaie quelque chose qui peut être créé par tout le monde de façon très simple, alors il y a difficilement d'intérêt à avoir cette monnaie. Il suffit que je me baisse pour créer 1 million d'unités de la monnaie, alors je ne vais pas souhaiter être payé 1000 unités de la monnaie pour un service, parce qu'en fait, ça ne me sert à rien, je peux en créer autant que je veux. La rareté, c'est une résistance à l'inflation. Si tout le monde pouvait imprimer ses billets avec son imprimante à la maison, bah alors un billet de 500 € ça vaudrait quand même beaucoup moins, parce que pas de rareté. Tout le monde pourrait se balader avec des grosses liasses de 500, du coup ça n'aurait quasiment pas de valeur. Et enfin, la caractéristique la plus importante, c'est l'acceptabilité. C'est une condition sine qua non pour la monnaie. Si vous avez une monnaie qui est durable, divisible, portable, uniforme et rare, mais qu'elle n'est pas acceptée, eh ben vous ne pourrez pas l'utiliser. Acceptée dans le sens où des gens, des individus, personnes morales ou personnes physiques, se mettent d'accord pour utiliser cette monnaie comme monnaie. C'est le cas, par exemple, de l'argent Monopoly. Vous avez une monnaie durable, divisible, portable, uniforme, et dans une certaine mesure rare à l'intérieur du jeu, mais elle ne sera acceptée que dans le jeu. À l'extérieur du jeu, ce n'est pas une monnaie acceptée. Du coup, elle n'a pas de valeur. Vous pouvez essayer d'aller payer avec des billets de Monopoly en dehors du jeu, ça sera difficile. Dans la mesure où cette caractéristique est la plus importante, elle a une place centrale dans la définition de ce qu'est la monnaie, qui est un système d'échange standardisé à l'intérieur d'une communauté, où chaque élément de cette communauté accepte d'être payé avec cette monnaie, de recevoir cette monnaie, soit pour l'utiliser directement, soit pour la réutiliser de façon commerciale, donc pouvoir acheter à quelqu'un d'autre. Sans trop rentrer dans les détails de l'histoire de la monnaie, on peut imaginer que ça a commencé par de l'échange de marchandises, puis des représentations de marchandises, donc un titre qui vous dit « vous êtes le propriétaire de telle marchandise », et ensuite on est passé à une monnaie actuelle, les monnaies fiduciaires, qui ne représentent plus des valeurs, mais qui représentent de la dette. À partir du moment où les monnaies fiduciaires sont devenues fiduciaires, donc se sont détachées de l'or et de l'étalon or du gold standard, ces monnaies n'ont plus de valeur intrinsèque. Elles ne représentent plus rien. Elles ne représentent pas la possibilité d'acheter de l'or, ou une valeur en or. Du coup, cette valeur est un système de confiance, et si vous utilisez de l'argent fiduciaire, c'est que vous avez confiance dans le système pour que ce billet de 100 reste à peu près 100 €. Que 100 € continue de valoir 100 €. Et vous avez donc la nécessité d'avoir confiance dans le système économique et financier, donc les politiciens, les banques centrales, les banques économiques, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec la monnaie, et qu'ils ne fassent pas éclater la monnaie. Essayez de comprendre ce qu'est la monnaie paraît nécessaire, si vous vous souciez de vos finances, parce que la majorité d'entre nous avons la majorité de notre argent en euros, je pense, ou en dollars si vous êtes d'ailleurs, ou en francs suisses si vous êtes suisse, qu'importe. Mais vous avez nécessairement la majorité de votre capital financier en monnaie fiduciaire, et se poser la question de ce qu'est réellement cette monnaie fiduciaire est très importante, pour ne pas être surpris si un jour tout se casse la gueule. Mais il faut pas le dire. Petite précision de moi du futur, qui suis en train de faire le montage de la vidéo, je remarque que j'ai oublié d'aborder une question qui était « Pourquoi est-ce que du coup l'euro est la monnaie acceptée et acceptable en France ?»
Il y a d'autres monnaies locales, à gauche à droite dans le pays, mais la plus demandée et la plus acceptée, c'est l'euro. Et bien pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'État français, bien qu'il tolère les monnaies complémentaires, demande que les taxes et les impôts soient payés en euros. Du coup, pour vous et pour moi, il y a une nécessité, à la fin de l'année, à avoir des euros au moins autant que ce qu'on doit payer à l'État. À partir du moment où l'État nous impose de payer en euros, il y a une nécessité pour vous et pour moi d'avoir de la monnaie fiat euro à notre disposition. S'il y avait une possibilité de payer nos taxes, nos impôts dans une autre monnaie que l'euro, alors il y aurait une nécessité beaucoup moins importante à posséder des euros, parce que vous auriez une alternative. S'il y a une alternative, alors il n'y a pas de nécessité à avoir des euros, on pourrait avoir autre chose. Sauf que voilà, tant que la France nous oblige à payer en euros nos taxes et nos impôts, alors l'euro sera la monnaie la plus acceptée et la plus demandée en France. Parce que c'est la nécessité de payer les impôts nous force la main à posséder des euros plutôt que posséder de dollars, de francs suisses ou n'importe quelle autre monnaie qu'on jugerait être la meilleure monnaie disponible. Voilà. Conclusion. Retour avec le mois du passé et conclusion. Et c'est tout pour cette semaine. Je pense que c'est un sujet particulièrement capital de bien comprendre ce qu'est la monnaie, ce que ça a été, ce que c'est devenu, et peut-être ce que ça pourrait être. C'est toujours important de garder ça dans un coin de sa tête quand on se soucie de ses finances personnelles, parce qu'au final, toutes ces finances personnelles, ou une bonne partie en tout cas, se reposent sur les monnaies fiduciaires. Peut-être que prendre conscience de la réalité de l'argent change votre perspective sur le fait de juste économiser, par exemple. Et j'espère que peut-être ces vidéos aidera quelques personnes à réaliser que ce qu'elles pensaient pour acquis n'est peut-être pas si évident que ça, et qu'il y a une réalité derrière qu'il faut aller explorer. C'est tout. À la semaine prochaine.